Bonjour, bienvenue à la Joute. On s'approche vraiment de l'heure de vérité dans cette campagne électorale fédérale. Les chefs vont croiser le fer demain au face-à-face ici à TVA. Pas d'esquive, pas d'échappatoire possible. Ils vont débattre directement entre eux des grands enjeux de la campagne. Une campagne qui, disons-le, est devenue plus que jamais une boîte à surprises. Que la Joute commence. Avec nous pour amorcer cette édition de la Joute, Emmanuel et Mathieu Bock-Côté, je le signale, Amir Kadir, trafic oblige, va se joindre à nous dans quelques instants, on ne sait pas quand. Emmanuel, je disais, une boîte à surprises, on sent la pression monter d'heure en heure en ce moment, en vue de ce rendez-vous de demain au face-à-face. Oui, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a aucun chef qui a vraiment le vent dans les voiles et chacun a fait une partie de son travail. Mais là, maintenant, c'est la première occasion pour vraiment convaincre les gens de se déplacer pour aller voter. C'est ça l'enjeu. Certains ont rassuré, d'autres ont essayé de mobiliser. Mais là, tous, chacun à leur façon, doivent trouver une façon d'intéresser et de rendre cette élection pertinente-là. Sans quoi, c'est les appuis qu'ils ont grappillés à droite et à gauche jusqu'ici qui pourraient bien s'envoler ou demeurer sans suite si les gens ne se déplacent pas et ne sont pas intéressés en bout de ligne. Et Mathieu, c'est le premier rendez-vous, là, interface directe entre les chefs, entre eux, mais aussi avec les électeurs. Oui, mais c'est la possibilité de rencontrer les électeurs pour une première fois dans une campagne qui cherche encore quelques jours son objet. Hein. C'est-à-dire, on ne sait toujours pas c'est quoi la question de l'urne. Ça se dessine peut-être soit d'un côté la possibilité de battre Trudeau, de l'autre côté la possibilité de bloquer la nécessité de bloquer les conservateurs. Mais on n'a pas encore la question qui va véritablement structurer l'élection. Donc là, pour les électeurs québécois, c'est l'occasion d'entrer dans la campagne. Cela dit, chaque chef a, je dirais pas beaucoup à gagner, mais beaucoup à perdre. C'est-à-dire qu'une mauvaise performance peut véritablement les amener à dégringoler et créer une nouvelle dynamique dans la campagne. Et ça, je devine que le niveau de nervosité est quand même très élevé chez chacun d'entre eux, dans chaque état-major. Parce qu'on a vu dans le passé, à chaque face-à-face, ça au fond, modifié le cours de la campagne. D'abord, parlons de la formule, là, qui, vous le savez, est très, très souple. C'est le contraire d'un format rigide où les chefs s'en tiennent à leur message préparé à leur cassette. Parlons-en tout de suite parce qu'on est en mesure de vous dire que demain soir, au fond, la soirée, le 2 heures de face-à-face va être divisée en trois grandes sections, trois grands débats, si vous le voulez. On va parler notamment de la pandémie, bien évidemment, avec tout ce qui va s'en suivre, les débats. Ensuite, le deuxième grand thème, les politiques sociales. C'est assez vaste, les politiques sociales. Et le troisième thème, le Canada de demain. Je regarde ça, donc c'est vraiment des thèmes génériques. Emmanuel, ça va permettre aux chefs, justement, de ne pas être embrigadés dans des formules préparées et un peu dans des camisoles de force. Et ça va permettre des échanges à peu près sur tous les sujets. Oui, et c'est l'occasion pour M. Trudeau, là, absolument, d'expliquer aux gens pourquoi ça en prend une élection, là. Il faut qu'on arrive avec cette réponse-là demain, une réponse qui va au-delà de plus cher que ce qu'on fait jusqu'ici, parce que c'est essentiellement ça le message de sa campagne électorale. Et M. O'Toole, moi, je pense que c'est très important pour lui au Québec, mais aussi dans le reste du Canada. Parce que M. O'Toole, jusqu'ici, on l'a souvent dit, il a réussi à rassurer les gens. Mais c'est pas assez, ça, pour convaincre les gens d'aller voter. On n'est pas dans une élection où il y a une vague de changements, là. Alors, il faut qu'il donne une raison aux gens de prendre le risque conservateur. Et ce pas-là, M. O'Toole ne l'a pas franchi. Et la section du débat qui me semble, pour lui, potentiellement intéressante et surprenante, tu vas me dire, c'est celle sur les politiques sociales. Parce que M. O'Toole fait campagne très au centre. Il y a énormément de mesures qui s'adressent aux travailleurs de la classe moyenne, aux petits ouvriers, aux gens qui travaillent dans des usines, aux cols bleus, aux petits cols blancs. Et ça, on en a peu parlé ou moins parlé pendant la campagne électorale, mais c'est vraiment une occasion pour M. pour M. O'Toole de mettre ces idées-là de l'avant et d'essayer de démontrer justement que le Parti conservateur 2021 est un nouveau Parti conservateur et non pas une pâle copie des années Harper. On va commencer sur le thème de la pandémie. Ça, Mathieu, est-ce que c'est un thème qui va peut-être davantage avantager M. Trudeau, compte tenu que les Canadiens, en général, sont somme toute satisfaits de la gestion de la pandémie jusqu'à maintenant
en tout cas, et que M. O'Toole, justement, a peut-être quelques petites faiblesses dans les réponses aux questions qui lui sont posées. Que ferait-il, lui? Ce qui peut servir M. Trudeau dans les circonstances, c'est la comparaison de la situation canadienne avec les autres démocraties occidentales. Manifestement, le Canada s'en tire pas trop mal là-dedans. Le fédéral a été capable, pas au tout début. Au tout début, c'était une catastrophe, mais ensuite, il a été capable de faire son travail pour les vaccins, notamment. Donc, il a été finalement capable de jouer son rôle. Cela dit, M. Trudeau va devoir travailler fort à nous expliquer que c'est véritablement son succès et non pas celui des provinces. Parce qu'en dernière instance, la gestion de la pandémie, c'est le succès des différentes provinces, de différentes approches, de différentes méthodes. Donc, M. Trudeau peut bien dire, finalement, le succès de François Legault, le succès d'un autre premier ministre, c'est le mien. C'est quand même dur à croire dans les circonstances, mais le bilan global du Canada fait en sorte qu'il peut aller sur ce terrain-là sans que ça se présente comme une catastrophe pour lui. Amir se joint à nous, si tu permets, Mathieu, parce que, Amir, bon, dans la gestion de la pandémie, l'as probablement de M. Trudeau, l'avantage qu'il a, c'est la PCU, là. Les mesures sociales qu'il a mises en place, qui fait en sorte qu'à nul autre pareil dans le monde occidental, qui fait en sorte que les Canadiens en général, que l'économie canadienne non plus, n'a à peu près pas souffert, ou très peu souffert au fond, des effets dévastateurs des confinements notamment. D'abord, ce qui m'a fait sourire, c'est que j'étais un peu surpris que Mathieu jette des fleurs à Justin Trudeau, mais j'ai compris par la suite, et il a tout à fait raison, c'est sûr que le succès de ce qui s'est passé au Canada tient aussi en grande partie à ce que les différentes provinces ont fait, si on peut appeler ça succès, parce que sur certains plans, ça ne l'est pas, mais sur la question de la vaccination, certes. Maintenant, le PCU, n'oublions pas, les néo-démocrates vont, à juste titre, signaler qu'initialement, je pense, le gouvernement Trudeau voulait donner 500 $ par mois. C'est sous la pression parce que c'était un gouvernement minoritaire, c'était sous la pression donc du NPD que ça a monté à 2000 $. Et je crois, sur le plan social, c'est une dépense justifiée. Et là-dessus, Justin Trudeau devrait et pourrait le mettre en relief. Peut-être craint-il que ce faisant, en fait, il donne raison au NPD, je ne le sais pas. Mais effectivement, là-dessus, disons que c'est un élément qui peut être en sa faveur. Emmanuel, la question de la pandémie, par exemple. Monsieur O'Toole, bon, la question de la vaccination obligatoire, par exemple, du passeport vaccinal également, coordonné à Ottawa. Il devra trouver des réponses à ces questions-là qu'il est parvenu à éluder jusqu'à maintenant. Oui, M. O'Toole a reçu un cadeau du ciel, là, ou plutôt un cadeau de Doug Ford. Aujourd'hui, là, le premier ministre de l'Ontario qui a finalement annoncé que l'Ontario va aller de l'avant avec un passeport vaccinal un peu inspiré comme celui du Québec, avec des règles semblables, un petit peu moins larges sur le front des sports. Ça, dans mon esprit, ça enlève quand même une épine du pied de M. O'Toole parce que M. Trudeau ne peut plus faire l'équation Doug Ford méchant, Doug Ford incompétent, Erin O'Toole. Alors, cette équation-là ne peut plus être faite par M. Trudeau et M. O'Toole peut dire, vous voyez, des fois, de respecter les champs de compétences des provinces, là, c'est à elle de mettre ça en œuvre, mais ça fonctionne, les amis, regardez, M. Ford vient de le faire. L'enjeu, par ailleurs, c'est qu'il doit aller au-delà de ça, dans le contexte actuel. Il doit convaincre les gens qu'il sera un champion de la vaccination et qu'il sera un champion de la fin de 4e vague, de la 5e, de la suite des choses. Et ça, on n'a pas ce sentiment-là venant de lui. Et c'est pas pour rien que dans leur plateforme électorale, aujourd'hui, les libéraux ont dévoilé, ont sorti un lapin de leur chapeau avec cette idée de déposer un projet de loi pour permettre aux employeurs d'imposer un passeport vaccinal et pour protéger les employeurs d'éventuelles poursuites. Alors, M. Trudeau, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire dans le passeport vaccinal, là, dans la vie. Là. Une fois que tu as fait les trains, les avions, le reste, il ne peut rien faire. Mais en mettant ça en jeu, là, il y a une arme à dire à M. O'Toole, vous, est-ce que vous croyez qu'il faut protéger les employeurs qui protègent leurs employés, etc. Donc, ce sera un passage très délicat pour M. O'Toole dans le débat de demain, certainement. Et le débat général, Amir, les trois thèmes, donc la pandémie, les questions sociales et le troisième, c'est le Canada de demain. Parlons de ce segment-là, des politiques sociales. C'est très large, c'est très vaste. Mais Mathieu, moi, je me dis ça va permettre justement d'aborder tous les sujets, les visions des chefs, en même temps parler éventuellement des visions des finances publiques. Ça va s'insérer là-dedans. Là.
Ben moi, je ne veux pas tout ramener à la question constitutionnelle, mais il y a quand même une question qui va se poser, et je crois qu'elle va se poser, c'est est-ce que M. Trudeau n'a pas mené une campagne, on le disait plus tôt, je pense la semaine passée, une campagne dans les champs de compétences provinciales. C'est-à-dire, il y aura une question qui va se poser dans ce débat-là, c'est que les politiques sociales, au sens strict du terme, là, pas seulement les questions sociales qui excitent les conservateurs albertains, là, mais les politiques sociales, est-ce qu'on n'est pas en train de mener une campagne, est-ce qu'Ottawa n'est pas en train de mener la mauvaise campagne finalement? Et là, on va voir si les conservateurs sont capables, dans ce scénario, de dire justement les politiques sociales, le fond des choses, ça se joue dans les provinces, encore une fois. Oui, mais et Mathieu, c'est là-dessus, si je peux me permettre, que le Bloc va peser aussi, en rappelant, je pense que c'est fondamental, Ottawa plus le NPD, c'est une logique de centralisation qui veulent construire l'État-providence à Ottawa. Je pense que cette pandémie nous a confirmé que ça se gère bien mieux au niveau des provinces, au niveau des États. Et de ce point de vue, je pense que ça va... Le débat sur les politiques sociales pourrait prendre cette inflexion, je crois. Mais Mathieu, comme, disons, personne politique qui est intervenue d'un point de vue indépendantiste, mon expérience montre que quand on parle de la place du Québec dans le Canada en général, ça peut intéresser le citoyen ordinaire au Québec ou ailleurs. Mais les électeurs, quand il s'agit par exemple des dépenses en santé ou des questions qui touchent le soutien aux revenus des ménages, je pense qu'ils s'en fichent pas mal que ce soit dans le champ de compétences du Québec ou du Canada. Pas parce que ça n'a pas son importance, ça a son importance pour les constitutionnalistes, pour les commentateurs que nous sommes, mais pas pour les électeurs ordinaires. Alors, je pense que ce serait une erreur d'essayer de faire du millage là-dessus pour le Bloc comme parti indépendantiste. Il y a d'autres enjeux sur lesquels je pense que le Bloc peut mieux s'appuyer. Oui, mais je pense que M. Trudeau va devoir offrir certaines explications. Là. Premier, là, sa super promesse d'embaucher 7500 médecins, là, je veux dire, comme dit M. Legault, il va les trouver où? Comment il va le financer? Qu'est-ce que ça va changer? En quoi est-ce que c'est pertinent au Québec? Il faut qu'à ce sujet-là, M. Trudeau explique aux Québécois en quoi est-ce que son intervention là-dedans va faire une différence dans leur vie. Le 7500 médecins, ça a l'air super beau. Cette promesse-là, justement, quand on regarde le cadre financier des libéraux, elle est financée sur 5 ans et on commence vraiment à mettre de l'argent là-dedans à partir de l'an prochain. Donc, on s'entend-tu que les 7500 médecins ou les 2000 médecins au Québec, on les verra pas... Ça paraît illusoire, mais attendez. Avant que ma fille ait fini son secondaire, là. S'il y avait vraiment une volonté pour le gouvernement de n'importe quelle province ou fédérale de le faire, moi, ma chère Emmanuelle, c'est possible. Il y a juste au Québec plus de 500 médecins accumulés depuis au moins les 3 dernières années, qui sont d'ailleurs, dont un organisme dont j'oublie le nom, a le registre, ont passé tous leurs examens, ont même passé le test de la langue française, mais pour lesquels on n'a pas, pour des raisons budgétaires ou de jeux politiques entre les facultés de médecine et le gouvernement, trouvé de place juste au Québec. La même chose partout au Canada. Mais... Il y a plusieurs milliers de médecins étrangers bien formés qui ont passé leur examen de compétences, les LMCC et tout ça, qui attendent... Bon, est-ce que ça va être possible de le faire, surmonter les obstacles administratifs des collège royal de ce monde, peut-être pas. Mais s'il y avait une volonté politique en disant c'est une pandémie, on en a besoin, on est en pénurie, mais c'est pas M. Trudeau à Ottawa de toute façon qui mais il peut donner le budget. Il peut donner le budget pour que les facultés disent pas on n'a pas les moyens de les intégrer. Amir, on a un désaccord ici, je crois, c'est-à-dire, effectivement, en temps réel, le fait qu'Ottawa, la question constitutionnelle, c'est un peu affadi au Québec, je crois. Mais il y a une telle ambition centralisatrice, cette fois-là, chez M. Trudeau, qui veut véritablement s'emparer de la santé, qu'il refait lui-même la question des compétences provinciales une question dans cette campagne électorale. C'est-à-dire qu'il y a son ambition de s'emparer de la santé, finalement. Ça a à ce point heurté au Québec que ce partage des compétences ressurgit comme question. Bien sûr, donc, ces deux questions se croisent. Il y a la question de, bon, quelles sont les visions sociales des partis? Les conservateurs n'ont pas celles des libéraux et inversement. Mais ensuite, c'est à quel niveau que ça doit se décider. Et je pense que ces deux questions peuvent se conjuguer dans le débat de demain. Effectivement. Et surtout que le troisième thème sera le Canada de demain. Donc, ça aussi, avouons que c'est assez large. Merci. Emmanuel, on le rappelle, la formule, bon, alors les chefs se parlent directement à des moments différents, directement, un débat entre le chef A et le chef B, et ensuite les deux autres interviennent dans le débat. Cette formule-là, au fond, fait en sorte qu'on sort de la cassette usuelle du message préparé, et c'est un peu le test de vérité pour tout le monde demain?
Oui, et vivement, là, parce que les cassettes, on commence à être plus capable de les entendre après 21 jours de campagne électorale, croyez-moi. Oui, parce que, et c'est à l'avantage des chefs, parce que la réalité, c'est que les courses électorales ne sont pas monolithiques au Québec, ni au Canada. Ce ne sont pas seulement des duels libéral-conservateur ou libéral-bloc ou quoi que ce soit. Et donc, ces duels-là permettent un choc des idées qui est intéressant et qui, objectivement, évite que durant toute la durée des débats, tout le monde se mette sur le dos de M. Trudeau pendant 2 heures de temps. Parce que c'est facile, c'est lui le premier ministre, qui a un bilan à défendre, etc. Ça force les chefs d'opposition à rendre des comptes et à justifier leur programme. Et ça, dans mon esprit, c'est très important. Et comme je le disais, c'est d'autant plus pertinent dans cette campagne-là qu'on n'a pas un vent de changement là, qui souffle là, comme en 2018 à Québec ou comme en 2015 à Ottawa. Ça fait seulement 6 ans que M. Trudeau est au pouvoir. Il y a une fatigue, il y a un agacement, mais... C'est comme un bon vieux chandail en même temps. Alors là, il y a vraiment une obligation là, pour les chefs d'opposition d'essayer de faire bouger cette donne-là et de faire leurs preuves auprès de l'électorat. Mais c'est assez difficile, cela dit, de rêver en pandémie. Hein. C'est-à-dire la part de rêve en politique, on n'est pas au moment du rêve en ce moment. On est dans la politique, dans ce cas-là, c'est gérer la nécessité. Mais le génie de cette formule, l'avantage de cette formule, c'est qu'effectivement, puis moi, ça me frappe de plus en plus, puis on voit ça partout dans le monde. Plus un débat est formaté, plus les hommes politiques, les femmes politiques sont amenés à répéter des formules. Ils peuvent se sauver des questions qui leur sont posées. On ne peut pas les relancer. Et là, quand on ouvre un peu le jeu, c'est la possibilité non pas de voir un slogan contre un autre, mais véritablement des visions s'argumenter pendant un certain temps, la possibilité d'interpeller l'autre. Je pense que c'est ce qui manque dans le débat politique aujourd'hui, cette part de liberté qui permet de faire autre chose que répéter les slogans. Il y a une donne qui m'apparaît, moi, actuellement acquise, c'est que M. O'Toole se débrouille mieux que son prédécesseur à la tête des conservateurs durant cette campagne. Donc, les conservateurs ont acquis une espèce d'air d'aller qui les mène à égalité, sinon devant les libéraux actuellement. La difficulté, c'est pour M. Trudeau, au cours des 3 prochaines semaines, c'est de défendre son bilan sur toutes les promesses non tenues, parce qu'il y en a plusieurs, puis les partis d'opposition, que ce soit dans l'autre mandat, c'est-à-dire le mandat de 2015, comme le mandat de 2019, qui, sous-tendu avec l'entrée de Stephen Guilbeault, devait consacrer la fin de l'appui au pétrole et ce que le gouvernement Trudeau, par exemple, n'a pas été capable de faire. Et l'autre grand inconnu, qui est vraiment inconnu pour tout le monde, c'est comment la pandémie va évoluer durant les 3 prochaines semaines. Les 3 prochaines semaines, c'est le moment critique où il peut y avoir un tournant dans l'augmentation des cas avec l'ouverture des écoles et des activités donc dans les cégeps et universités. Et s'il fallait que ces chiffres-là commencent à monter, c'est sûr que M. Trudeau sera dans une position difficile, étant donné qu'il a quand même déclenché des élections avec cet inconnu devant les yeux. En connaissance de cause. Alors donc, beaucoup d'inconnus. Et là, à la veille du face-à-face, jour 18 de la campagne, aujourd'hui, Justin Trudeau a rendu public la plateforme, son programme en tout, là, son programme électoral. Emmanuel, bon, ce qu'on retient de ça essentiellement, c'est qu'il y a un manque à gagner d'à peu près 78 milliards dans le cadre financier général des libéraux. Qu'est-ce que tu retiens de leur plateforme? Ils dépensent 3 $ pour chaque dollar qu'ils vont chercher de revenus. Alors, 78 milliards de nouvelles dépenses pour 24 milliards de nouveaux revenus. À un moment donné, je pose la question, n'en jetez plus, la cour est pleine. Quand est-ce qu'on a assez dépensé? Je veux dire, c'est un gouvernement qui vient de dépenser un budget avec 100 milliards de nouvelles dépenses au mois d'avril. Et là, on se retrouve 5 mois plus tard, puis il faut en mettre un autre 78 par-dessus. Je veux dire, est-ce que de dépenser plus d'argent est perpétuellement la solution à tous les problèmes de la société? Jusqu'ici, les libéraux font le pari qu'ils ont transformé le débat sur l'équilibre budgétaire en arme politique. Que de toute façon, les Canadiens ne sont pas intéressés par ça et que donc, dépensons, c'est un bar ouvert, il n'y a pas de souci. Je me demande si à un moment donné, trop, c'est comme passé. Et à 78 milliards de nouvelles dépenses,
Est-ce qu'on n'a pas franchi ce cap-là à un moment donné? Il y a des mesures sociales là-dedans. Amir, par exemple, Justin Trudeau qui propose problème de pénurie de main-d'œuvre, un crédit d'impôt additionnel pour les personnes de 65 ans et plus qui restent sur le marché du travail. Ça touche le quotidien de bien des gens. Justement, lorsqu'il y a des dépenses sociales, à chaque fois qu'il y a des mesures de dépenses sociales, on entend, je ne dis pas que Emmanuel se fait le relais des milieux néolibéraux, mais comme on nous a asséné cette question de la dette depuis 30 ans maintenant, on entend toujours cette préoccupation. Ce n'est pas une préoccupation dénuée de sens, mais je me demande pourquoi on ne le met pas en perspective avec des milliards de dollars, par exemple, dépensés encore chaque année pour l'armée canadienne, alors qu'on vient de faire la démonstration sur les 20 dernières années. Le cas de l'Afghanistan, c'en est juste un parmi d'autres, que ces entreprises guerrières ne produisent pas les résultats qu'on prétend. Et l'Occident n'est pas avancé avec ces milliers de milliards de dollars de dépenses. Alors, c'est quand la fin des dépenses et combien de plus d'argent on peut dépenser? C'est peut-être ça. C'est peut-être au moment où on ne dépensera plus pour le militaire. On cessera de subventionner à coût de centaines de millions de dollars, sinon de milliards de dollars, l'industrie pétrolière. C'est peut-être là qu'il faut faire des économies. Ensuite, le bar ouvert pour les plus riches en termes de... En fait, le véritable paradis fiscal, c'est ici même au Canada, c'est-à-dire c'est toute cette espèce de gruyère de mesures qui permettent aux gens les plus fortunés, les multimillionnaires, les multimilliardaires, de mettre à l'abri leur argent. Donc, quand on aura réglé ça, on pourra le dire. Réglons ce problème-là à la place. Il faut faire les deux en même temps. Pourquoi s'opposer à des dépenses qui sont nécessaires en matière sociale pour nous sortir de la crise? Mettons tout l'accent sur le fait qu'il faut, là, c'est le temps de faire payer les GAFA. C'est le temps de payer les plus riches, les milliardaires, tous ceux qui sont enrichis sur le dos de la pandémie. Et là, il y a des milliards et des milliards à aller chercher, mais il faut le faire, il faut avoir la volonté, le courage de le faire. Mathieu. Si je peux me permettre, moi, j'ai quand même le souvenir des années 90, de la crise des finances publiques, de ce que veut dire un État qui s'est endetté. Un jour, il faut payer les factures. Je sais que dans une certaine logique qui n'est pas la mienne, on peut se dire que la dette est une forme de fiction avec laquelle on peut jouer et qui ne nous engage pas véritablement. La dette, le déficit sont des questions tout à fait concrètes et si on dépense comme des fous. Et moi, je trouve que c'est le côté crédit social du gouvernement Trudeau, c'est-à-dire la planche à billets. On imprime l'argent est nécessaire, on l'imprime tout simplement. Je trouve qu'il y a quelque chose en ce moment d'himalayesque dans les dépenses, dans les sommets que nous visons en matière de dépenses. En dernière instance, il va falloir payer d'une manière ou de l'autre. Et quand on connaît par ailleurs l'histoire de la dette au Canada, normalement, quand il faut payer à Ottawa, on ne se gêne pas pour refiler la facture aux provinces. Ce qui n'est pas un détail, soit dit en passant, mais pour moi, il y a quelque chose en ce moment, il y a une forme de spirale de la dépense folle à Ottawa. Et la question des finances publiques, là, on a l'impression qu'elle ne plaît pas à l'électorat en ce moment, mais elle va nous revenir au visage avec une violence et une brutalité dans les années à venir, parce qu'on va finir par payer le prix des présentes folies. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, vous savez, c'est qu'en bout de ligne, les deux aspirants premiers ministres pensent que le déficit, il va se régler tout seul et qu'un budget, ça s'équilibre tout seul. Parce que M. O'Toole a des trous dans son cadre financier. M. O'Toole, lui, dit qu'il peut équilibrer le budget en 10 ans sans coupure, sans compression, en misant sur un taux de croissance de 3 par année pendant 10 ans. Ce qu'on a vu, je pense, une fois dans les derniers 100 ans. Là. Alors, il peut bien critiquer, monsieur. Je veux dire, je pense que c'est pas sur la même échelle. Là. Il y en a un qui dépense sans compter et qui croit que ça va se régler tout seul comme ça. Puis l'autre, il croit qu'il y a comme un effet O'Toole, tu sais, que ça va se régler tout seul. Je pense que les deux sont extrêmement vulnérables sur ce front-là, d'autant plus que les résultats économiques des 4 derniers mois au Canada sont désastreux et que la croissance n'est pas au rendez-vous et que ça va forcer un peu tout le monde à retourner à la planche à dessin. Bon, alors, donc, le match Trudeau-O'Toole à surveiller demain, mais il y a aussi M. Singh, mais il y a également pour le Québec Yves-François Blanchet, qui a une semaine comme ci, comme ça, on va en convenir. Bon, aujourd'hui, il voulait relancer le débat sur la langue, la loi 101 et la loi 96, mais aussi, il a été questionné sur son attitude générale. L'incident qui s'est produit hier, on s'en rappellera. Alors, revoyons ce moment en point de presse aujourd'hui. Certaines personnes, de plus en plus, on entend ça, disent que vous êtes quelqu'un d'arrogant. La façon dont vous traitez, par exemple, M. Trudeau de baveux, tout ça, quelque chose qu'on ne disait pas ça auparavant. Est-ce que c'est incroyable. C'est quelque chose
que vous pensez qu'il va vous coller à la peau, ce qualificatif-là, au cours des prochaines semaines? Je vous laisserai faire ses analyses, émettre ses opinions, faire des chroniques sur ce sujet-là, et je continuerai à présenter les propositions du Bloc québécois. Mathieu? Ouais, mais moi, je trouve qu'on fait un mauvais procès à Blanchet dans les circonstances. C'est-à-dire, il n'est pas particulièrement baveux, il est combatif. C'est normal d'être combatif en politique. Il faudrait quoi? Qu'il soit pénitent, génuflexif? Qu'il s'excuse de quoi exactement? Il est combatif. Bon, sur la question du fait qu'il y a une mauvaise campagne, ça a relativisé. C'est-à-dire, si on compare avec 2019, la question identitaire s'imposait tellement d'elle-même que le Bloc surfait sur elle. Ouais. Là, la question est moins présente en ce moment. Mais il est normal que le Bloc québécois, qui, à ce que j'en sais, est un parti nationaliste, cherche à l'imposer dans l'élection fédérale. C'est pas artificiel que de rappeler l'importance de ce Ça, c'est des sujet-là. questions de fond, mais moi, j'en ai sur... parce que c'est ce dont on parle non, beaucoup. mais pas si baveux que ça. Il est combatif. L'attitude. Amir, t'en dis quoi? Sur la manière, des fois, parce que j'ai déjà subi, disons, je ne dirais pas attaque, mais cette remarque. Dis-le. J'ai déjà subi cette remarque. C'est sûr que moi, j'aime la verve de Yves-François Blanchet. Je ne suis pas d'accord avec toutes les positions qu'il a prises, bien entendu, au cours des dernières semaines. On le sait. Mais comme personne, comme homme politique, je crois qu'il mérite notre admiration pour bien des choses. Sa manière d'avoir, disons, mené la barque du Bloc québécois au cours des dernières années montre qu'il a énormément de compétences. Maintenant, c'est sûr que quand on s'exprime bien, quand on a de la verve, à un moment donné, ça peut paraître un peu arrogant. Et moi, je crois que lorsque c'est dans le débat public qu'on pose la question de la part de la personne à qui la question est posée, ça mérite une réflexion. Ça ne veut pas dire que c'est tout à fait justifié, mais il y a quelque chose. Et moi, je pense que tout politicien, en faisant, disons, un examen de conscience pour être plus proche des gens, pour ne pas donner prise à l'impression qu'on est arrogant, c'est un exercice nécessaire et ça va faire du bien à M. Blanchet comme à n'importe quel politicien. Et il ne devrait pas rejeter ça. Il devrait dire, bon, ben, d'accord, il y a quelque chose et moi, je suis au service de mes citoyens, puis je vais faire la démarche qu'il faut, puis je vais adopter l'attitude qu'il faut pour ne laisser aucun doute sur le fait que je ne suis pas arrogant et je ne prends pas les gens par le haut. Emmanuel, parce qu'on revoit la fameuse posture, là, je te voyais réagir. Non, mais c'est comme... Ça n'a pas de prix, là. Le problème pour M. Blanchet, il a le style qu'il a et on ne va pas le réinventer. Il a toujours été comme ça. Et quand il est agacé, ça paraît et il devient, moi je dis, davantage cassant qu'arrogant. Le problème que ça pose pour lui dans sa campagne électorale, c'est que ça fait quoi, le 4e jour sur 6 qu'on finit par parler de son style, de son arrogance, de son attitude, de comment il n'aime pas les journalistes, au lieu de parler de son offensive, de ce qu'il veut faire, etc. Alors, à chaque fois qu'il prête flanc à cette critique-là, inévitablement, il nuit à sa campagne. Et c'est ça, c'est le problème qui se pose pour les chefs politiques quand ils finissent par rentrer dans un bras de fer qui finit par être futile, je pense, avec les journalistes. Mais moi, je mettrais en garde contre le fait de tirer des conclusions quant aux perspectives d'élection de M. Blanchet face à ses prises de bec avec la presse. Oui. J'ai couvert 4 campagnes électorales de M. Harper. J'ai jamais couvert un politicien où les relations étaient plus mauvaises avec la presse. Il y a des moments où il nous installait à 40 pieds de lui. Ça prenait un micro pour qu'il nous entende. Tout le monde était collé au plafond de rage. Puis, sais-tu, il a gagné une majorité. Donc, à un moment donné... Oui, là... mais c'est quand même bien. Pour reprendre... Rapidement, 10 secondes, Jacques, Amir. Oui, je pense que c'est quand même bien que Yves-François fasse une introspection parce que, de toute façon, ça va être positif. Ouais, si je peux me permettre, j'invite pas Yves-François Blanchet à faire un Denis Coderre de lui-même, se présenter, je le disais, comme un minet dégriffé. C'est pas convaincant. Quand on est autre chose que ce qu'on est, ce n'est pas convaincant. Monsieur Blanchet est combatif. Et moi, la génuflexion, là, je m'excuse, j'étais trop arrogant, j'aurais pas dû, pardon mon oncle. Non, franchement, dans les circonstances, qu'il soit combatif, qu'il ne s'excuse pas, puis qu'on cesse de lui reprocher d'être assuré. Un des derniers à qui on a reproché le même genre d'attitude, c'est Yves Michaud. Et vous savez ce qu'il avait répondu en plein point de presse? Il avait dit, parce que quelqu'un lui avait dit, Monsieur Michaud, on vous reproche votre arrogance, vous êtes un mauvais porteur de ballon dans le débat linguistique au sein du PQ. Yves Michaud de répondre, vous savez, monsieur, l'humilité est une vertu mineure que je n'ai pas la prétention de maîtriser. C'était la réponse de Yves Michaud. Voilà.
Voilà. Ne bougez pas, on poursuit la discussion dans un instant à la joute. On va aussi aller retrouver, Richard, la question de l'Afghanistan, évidemment, qui ébranle l'administration Biden à Washington. Et Pierre Fitzgibbon, qui revient par la grande porte au Conseil des ministres. Vous ne laveriez pas la vaisselle là-dedans. Votre lave-vaisselle a l'air propre, mais quand la graisse et le calcaire s'y accumulent, son rendement peut être affecté. Utilisez le nettoyeur machine Finish. Il s'attaque à la graisse et au calcaire. Essayez notre ultime routine de lavage de la vaisselle. Parfois, le monde est tellement magnifique. Le rire d'un ami. La petite main d'un nouveau-né qui agrippe votre doigt. Mais la vie est fragile. En un clin d'œil, tout peut disparaître. Terminé. Hôpital New Amsterdam. La suite dès septembre. Êtes-vous du genre à toujours tout remarquer? Comme lorsque votre épouse porte une toute nouvelle robe? OK. C'est en portant attention aux petits détails que vous réussirez à June's Journey. Trouver un indice caché peut révéler une histoire incroyable de jalousie, de trahison et de meurtre. Il suffit d'ouvrir l'œil et il est parti. June's Journey. Téléchargez le jeu gratuitement. Donald Trump. Son élection de 2016 a surpris tout le monde. L'homme d'affaires et animateur télé remporte une incroyable victoire surprise. Ses ex-collaborateurs s'expriment. Pas une seule seconde, il n'avait imaginé qu'il allait l'emporter. Il avait l'air complètement dépassé. Il parle avec ses tripes et il vous touche en plein cœur. On a fini par se rendre à l'évidence. Il était vraiment là. Trump, l'Amérique outrée. Première partie, vendredi 20h, sur LCN. Et la couture. Le monde saura mon nom. C'est comme ça que ça va s'appeler. C'est moi, ta fabuleuse marraine la fée. Veux-tu aller au bal? Oui, c'est ça que je chantais en pleurant. Alors, tu iras! Où est ma queue? Sans ma queue, j'ai pas d'équilibre! Je veux que tu sois ma princesse. Mais et mon travail? J'ai des rêves que je veux réaliser. Pour faire le bon choix. Votre rendez-vous incontournable. Animé par Pierre Bruno. Face à Face 2021. Demain soir 20h à TVA. Que diriez-vous de créer un endroit parfait pour vous distinguer et relaxer? Sunlouvre Pergola vous propose ses abris haut de gamme, bien pensés. Des pergolas qui ouvrent et ferment pour vous protéger du soleil et vous garder à l'abri de la pluie. Les produits Sunlouvre Pergola, entièrement en aluminium, sont fabriqués ici, au Québec. Créés sur mesure, en harmonie avec votre environnement. Faites-nous part de votre projet de rêve. Prête pour la nouvelle saison? Mais ça, t'as hâte de voir le nouveau studio? Oui, mais j'ai encore plus hâte de retrouver le public. Ah, ça va faire tellement de bien! Allô, vous deux? Max! Petit cocktail? Merci. Bonne saison? Toi aussi. Ça finit bien la semaine. Vendredi 19h dès le 17 septembre. C'est officiel, le géant motorisé est à Saint-Tite du 9 au 19 septembre avec plusieurs unités du plus petit au plus gros motorisé. Le géant vous offre les meilleurs prix. Nous prenons vos échanges, on peut même acheter votre VR sur place. Commandez votre VR 9 pour 2022. L'équipe du géant vous attend. Procurez-vous votre 4 litres d'antigel au prix imbattable de 1,74 $. Cette année, le géant est sur place à Saint-Tite, au 331 boulevard Saint-Joseph. Le géant motorisé! Le géant! C'est le moment de parler politique américaine. Allons retrouver Richard en direct du côté de Washington. Richard, bien évidemment, le retrait américain en Afghanistan, enfin la façon avec laquelle le retrait a été fait, divise là, profondément toute la classe politique américaine.
Et ça va se poursuivre, Paul, tant que la situation ne se sera pas stabilisée du côté de l'Afghanistan et qu'on va continuer à présenter des images comme celle de la journée, c'est-à-dire des talibans qui mettent la main sur de l'équipement laissé derrière par les Américains et les autres pays membres de la coalition qui tentaient de transformer l'Afghanistan, ce que la coalition n'est pas parvenue à faire au cours de ces 20 années-là. On a vu, par exemple, des talibans circuler avec un Black Hawk. T'imagines à peu près à quel point ça peut faire mal à l'état-major, au Pentagone, que de voir de l'équipement de ce genre-là. Tu le vois, ce Black Hawk avec le drapeau des talibans qui flotte. Et tu vas voir par la suite des blindés, des Humvee de l'armée américaine qui circulent dans les rues, conduits par des talibans. On a entendu aujourd'hui à la fois le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, le chef d'état-major, Mark Milley. Austin, on ne l'avait pas entendu depuis le début de la déroute de ce côté-là. C'est intéressant parce que Lloyd Austin, c'est un ancien général, bien sûr. Mark Milley en est un général lui aussi. Les deux ont servi en Afghanistan. Milley, d'ailleurs, qui dit on est déchirés, nous, au Pentagone, entre douleur, colère, chagrin, tristesse, et puis de l'autre côté, fierté, résilience. Il y a le secrétaire à la Défense qui, d'ailleurs, a reconnu que les anciens combattants, ceux qui ont servi en Afghanistan, ont fait savoir leur humeur, ont fait comprendre que la déroute et le fait d'avoir perdu des collègues au fil des années de ce côté-là, ça faisait mal de voir justement ces talibans s'installer aux commandes des véhicules américains. Mais il faut souligner qu'il y a un mot d'ordre de la Maison-Blanche qu'on perpétue au Pentagone notamment. On en a fini avec cette guerre sans fin. Écoute d'ailleurs le secrétaire à la Défense. We have concluded our historic evacuation operation and ended the last mission of the U.S. war in Afghanistan. America's longest war has come to a close. Parallèlement, là, en face, Paul, les républicains, eux, moi, à mon avis, continuent de maintenir cette mauvaise foi qui les caractérise, premièrement parce que c'est eux qui ont plongé le pays dans cette guerre-là, qui l'ont rendu ingagnable, interminable, en détournant l'attention, on s'en souvient, en 2003, vers l'Irak. Et là, du coup, et en plus de ça, en laissant aller Donald Trump au cours de la dernière année de sa présidence en disant « on va s'entendre avec les talibans ». Et là, aujourd'hui, on accuse Joe Biden d'être responsable fondamentalement de cette débâcle-là. Cela dit, ça place malgré tout l'administration dans l'embarras. C'est sûr que c'est une poignée à laquelle on s'accroche. Je te fais entendre, par exemple, Mitch McConnell, le leader de la minorité républicaine au Sénat, qui, lui, sans scrupule, exploite le chaos qu'a été cette sortie d'Afghanistan. Écoute-le bien. This was a disgraceful and disastrous departure that will allow the Taliban and Al-Qaeda to celebrate the 20th anniversary of 9/11 by having complete control of Afghanistan. Je te dirais, en terminant, Paul, c'est quand même un fer à battre, comme on dit, pendant qu'il est rouge, parce que j'ai le sentiment ici à Washington que l'intérêt pour ce sujet-là commence franchement à faiblir et rapidement, d'ailleurs. Avant de te laisser, Richard, bon, ça, c'est politique étrangère, débat interne qui refait surface plus que jamais, l'avortement. Et là, encore une fois, là, c'est la collision, le choc entre républicains et démocrates sur cette question-là. Et c'est le Texas là, qui est le centre de l'attention parce qu'il y a cette fameuse loi qui a été testée dans une douzaine d'autres États, mais le Texas a été plus fourbe, si tu me permets, dans sa façon de gérer ça, interdisant l'avortement dès qu'un battement de cœur est décelé. C'est à peu près autour de 6 semaines lors d'une grossesse. Souvent, les femmes ne savent même pas qu'à ce moment-là, elles sont enceintes. Toujours est-il que ce qui est particulier dans le cas du Texas, c'est que la Cour suprême a refusé de s'en mêler de cette histoire-là. La Maison-Blanche, encore aujourd'hui, la secrétaire de presse du président était scandalisée. Ce qui est particulier, c'est que là, ça peut aller de l'avant. C'est sûr qu'ultimement, il va y avoir une décision à prendre au plus haut tribunal du pays. Mais ce qui est particulier du côté du Texas, c'est que ce sont les gens qui ont le droit de dénoncer les organisations ou les gens qui se font avorter ou qui font des avortements. Donc, on a passé, pardonne-moi l'expression, le POC aux citoyens pour faire ces dénonciations-là. C'est pas l'État qui s'en mêle. Du coup, on pense qu'on va pouvoir permettre à ce que cette loi-là tienne le coup. Juste dire que le Texas est prêt à payer jusqu'à 10 000 $ en frais
que ceux qui vont dénoncer les médecins qui font des avortements ou les organisations qui défendent l'avortement seraient obligés d'assumer s'ils devaient se retrouver en cours. Richard parle en direct de Washington. Merci, Richard. On te retrouve au TVA Nouvelles. Mathieu, ce que Richard vient de raconter, c'est incroyable. C'est la délation. C'est les citoyens du Texas qui, entre eux, vont se dénoncer sur une question aussi personnelle et sensible. Non, moi, la logique de la délation, quelle qu'elle soit et quel que soit le sujet, me semble une des choses les plus détestables qui puissent exister dans une société. Je pense que surveiller son voisin, puis en plus sur des questions aussi intimes, aussi politiques en quelque sorte, donc instituer une police de la surveillance du voisin, une logique de la délation, quel que soit le sujet, il y a quelque chose là-dedans de fondamentalement toxique sur une question qui divise autant un pays. Plus encore, je trouve qu'on est véritablement là dans le fond de cale de la politique, sans le moindre doute. Et Amir et Emmanuel, l'autre grand constat de ce qu'on vient de voir encore une fois, autant sur la politique extérieure que les débats internes, c'est la polarisation, la division, le déchirement de cette société américaine, Amir. Ben, c'est d'autant plus déplorable que ça n'a pas de conséquences que sur la société américaine. C'est quand même l'hyperpuissance mondiale. Et toute la déchéance de la politique que ça entraîne, les cul-de-sac que ça entraîne, l'inaction et les problèmes ont des retentissements partout dans le monde. On a parlé tout récemment du cas de l'Afghanistan, mais dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de politique de raison actuellement au pouvoir aux États-Unis. C'est une politique lourdement déterminée par des intérêts très minoritaires, soit l'intérêt de l'argent ou l'intérêt de l'Église, de la droite, l'ultra-droite qui a largement imprégné à la fois les gouvernements Bush et celui de Trump. Et on vient de parler de la situation de l'Afghanistan, comme c'était assez justement mentionné. C'est par Richard Latendresse, c'est un gouvernement républicain qui a envoyé les États-Unis dans les aventures en Afghanistan, en Irak. Et Emmanuel, mais la réalité politique, c'est que, en terminant, c'est que c'est Biden qui va payer le prix de ce qui s'est passé là-bas, même si c'est Trump et c'est Bush avant lui qui ont placé, et Obama, là, qui l'ont placé cette année dans cette impasse-là. Ben oui, parce que c'est sous son règne que cette mission aura pris fin. Peu importe que l'entente, la date avait été mise avant, etc. C'est sûr que cette fin de mission a été une débandade sans nom, mais je pense qu'il faut prendre le temps de se poser la question, pour lui comme président, quelle était l'alternative? À partir du moment où il y en avait une bête butoir, à partir du moment où l'armée afghane s'était fondrée et s'est liquéfiée, à partir du moment où le président de l'Afghanistan fuit et cède sa capitale, que doivent faire les États-Unis? C'est envoyer 25 autres 000 soldats? C'est sauver l'Afghanistan contre soi-même? Je veux dire, à partir du moment que le doigt dans l'engrenage de ce retrait de mission était lancé, c'était impossible de s'en sortir la tête haute. Même si je pense que, en bout de ligne, je ne veux pas faire l'apologie de Biden dans tout ça, mais c'est quand même plus de 120 000 personnes qui ont été évacuées, des ressortissants de tous les pays, là, donc qui devaient aller en Europe, en France, au Canada, ailleurs. Et à ce chapitre-là, ils auront au moins réussi à faire l'essentiel pour sauver le plus de vies possible dans les derniers jours. Le minimum du minimum. Ne bougez pas à la joute. Au retour, je veux vous entendre le retour de Pierre Fitzgibbon au Conseil des ministres. Êtes-vous d'accord avec, son retour et les conditions de son retour dans un instant? À la veille du face-à-face, le chef libéral Justin Trudeau qui présente la plateforme de son parti Santé, logement, lutte à la pandémie s'y retrouve et pas mal de nouvelles dépenses. Je vous en parle au TVA 17h. Êtes-vous du genre à toujours tout remarquer? Comme lorsque votre épouse porte une toute nouvelle robe? OK. C'est en portant attention aux petits détails que vous réussirez à June's Journey. June's Journey. Téléchargez le jeu gratuitement. Bonjour, Sean. J'aimerais tellement que tu sois là. J'aime Léa, mais on peut pas être ensemble. On a peur que la vie ne soit plus jamais pareille. Je veux que ce cauchemar s'arrête. Merci, docteur. Je peux raccrocher maintenant? Le Bon Docteur, jeudi 20h dès le 16 septembre. Une présentation de l'événement 45 jours de Gréchy-Scaf.
Ceci est un appel urgent du HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. Votre aide est nécessaire maintenant. Vous avez vu les informations. Des mères et des enfants vulnérables souffrent en ce moment. Ils ont besoin d'un abri, de nourriture et d'eau potable. S'il vous plaît, n'attendez pas, parce que les familles ont peur et ont besoin d'un soutien vital maintenant. Donnez ce que vous pouvez aujourd'hui. Appelez le 1-888-336-0363 ou visitez aideafghanistan.ca maintenant pour faire un don. Au Ciné Extra, Albi le géant. C'est aujourd'hui que je vais en faire rencontrer le père de mes enfants. J'espère que c'est pas lui. Le retour de papa, samedi 18h30. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Ne partez plus jamais sans être alerté. L'application TVA Nouvelles. Des alertes en tout temps pour ne rien manquer. Saison qui promet. Dès le 17 septembre. Avec des milliers d'articles, trouvez les électroménagers qui vous conviennent chez Tanguay. Actuellement, nous payons les 2 taxes à l'achat de 2 appareils électroménagers de cuisine et plus d'une même marque sélectionnée. 3 façons de magasiner. Sur tanguay.ca, avec un expert au 1-800 Tanguay ou en magasin. Profitez de tous les avantages Tanguay, dont la livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. Trouvez tout pour la maison chez Tanguay et sur tanguay.ca. We're building back better together. Autre bonne nouvelle, parce que des fois, les nouvelles, ils viennent en paquet de 2. Tant qu'à revenir pour 1 an, bien, Pierre nous annonce aujourd'hui qu'il va être candidat l'année prochaine aux élections. On a vu un François Legault très souriant, annonçant donc cette nouvelle, enfin, comment il dit ça, les bonnes nouvelles arrivent en paquet de 2. Emmanuel, moi, c'est la première fois que je l'entendais, celle-là. Aussi. Hein? Bon. Emmanuel, donc, comment t'accueilles le retour de M. Fitzgibbon dans le contexte que l'on sait? Sans grande surprise. C'était clair à partir du moment où M. Legault a fait le choix de ne pas vraiment le remplacer quand M. Fitzgibbon a quitté, qu'on espérait qu'il puisse régler ses affaires rapidement et rentrer à bon port au Conseil des ministres avant la rentrée parlementaire. Je pense que M. Fitzgibbon a fait ce qu'il fallait faire. De toute évidence, la commissaire à l'éthique est satisfaite et il faut quand même... Il y a une marge, là. M. Fitzgibbon a dû quitter, pas parce qu'il s'est mis la main dans le plat de bonbons, pas parce qu'il a volé de l'argent, pas parce qu'il est corrompu, pas parce que tout ça, mais parce qu'il n'a pas respecté la lettre du Code d'éthique, ce qui est grave dans mon esprit. Je ne minimise pas, mais il y a un degré dans les fautes, néanmoins. Je pense qu'à partir du moment où il a fait ce qu'il aurait dû faire depuis le début,
c'est pas surprenant qu'ils reviennent. Et je pense que, justement, en tant qu'à faire le sacrifice de vendre ces entreprises-là, bien, il a fait le pari qu'il voulait rester en politique et donc rester au-delà de 2022. Là. Sinon, ça valait pas la peine de les vendre, ces Parce entreprises. qu'effectivement, à 2 ou 3 reprises, il a délibérément choisi de faire fi du rapport de la commissaire à l'éthique. Et Amir et Mathieu, on parlait tout à l'heure de M. Blanchet et des vertus de l'humilité en politique. Il y a des reproches qui sont faits à M. Fitzgibbon à cet égard-là également. Voyez ce qu'il disait, lui, aujourd'hui. Je pense que c'est un engagement qui demande beaucoup de conséquences personnelles. Puis pour être honnête avec vous, si j'avais senti que le travail avait été accompli, puis je suis rendu au bout de mes capacités, j'aurais probablement démissionné. Mais c'est pas le cas. Je n'ai jamais quitté un poste sans avoir laissé mes collègues en plan. Donc la motivation première a été de revenir compléter ce qu'on avait commencé. Mathieu. Mais moi, je trouve ça très bien, franchement. C'est-à-dire, là, l'équipe économique de la CAQ, Pierre Fitzgibbon en fait partie. C'est un élément central. Il a la confiance du premier ministre, il a la confiance des milieux d'affaires. Il avait fauté apparemment, bon, ben, très bien, il a été puni. Et là, il revient. Et moi, je pense qu'il faut éviter de rendre la politique à ce point inhospitalière à tous ceux qui viennent du milieu des affaires, à tous ceux qui traînent avec une vieille déclaration d'il y a 15 ans qui pourrait peut-être faire scandale aujourd'hui. Le milieu politique vient avec des hommes, des femmes qui ont des aspérités, qui arrivent avec une vie déjà construite. Et moi, l'idée qu'on doit les dénuder en prétendant les purifier, franchement, moi, ça m'agace davantage que d'autres. Donc non, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement, c'est une bonne nouvelle pour la CAQ, je pense même que c'est une bonne nouvelle pour le Québec que de le voir réintégrer l'équipe gouvernementale, l'équipe économique gouvernementale. Je pense que François Legault avait raison de se réjouir. Et je pense que M. Fitzgibbon avait raison de ne pas justement faire le faux modeste en disant « j'ai encore quelque chose à donner, j'ai encore quelque chose à livrer, j'en suis capable, il est très bien et il a sa place au gouvernement. » Parce qu'Amir, de facto, Pierre Fitzgibbon, c'est le numéro 2 au gouvernement. Moi, ça ne m'agace pas du tout qu'on ait fait ce procès public à Fitzgibbon, de respecter l'esprit comme la lettre des règles d'éthique. Évidemment, je suis d'accord avec Emmanuel que ce n'est pas comparable, par exemple, avec les cas des Tony Tomassi, ou rappelons-nous simplement Philippe Couillard, qui, pendant le temps qu'il était encore ministre libéral, il se dégotait un poste dans une entreprise, là, je ne me rappelle pas exactement le détail, mais du secteur de la santé qui faisait affaire avec le gouvernement. C'est sûr, à mon avis, il y a des différences, puis Fitzgibbon n'est pas de la catégorie de tout l'air charret. Mais si on doit un jour faire en sorte qu'il y ait une cloison, comme en démocratie, c'est supposé y en avoir, entre le secteur des affaires, l'argent et la démocratie, mais il faut instaurer ça parce que depuis trop longtemps, on a eu des banquiers, on a eu des hommes d'affaires, on a eu des gens du représentant des milieux d'affaires et économiques qui ont été au pouvoir. En fait, c'est essentiellement eux et leurs avocats qui sont là la plupart du temps dans les partis traditionnels. Puis, ma foi, si ça devait être le panacée puis résoudre nos problèmes, on le saurait. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Et je trouve ça drôle. Il a la confiance du milieu des affaires, comme dirait Mathieu. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que le ministre du gouvernement a la confiance du milieu communautaire, a la confiance des plus démunis, a la confiance de ceux qui ont des problèmes avec leur logement, a la confiance, par exemple, du milieu de la santé, des infirmières qui sont à la tâche? On ne se demande pas ça. Mais pourquoi faut-il qu'un ministre de l'économie ait la confiance du milieu des affaires? Moi, je trouve ça d'ailleurs assez problématique parce que le milieu des affaires est le milieu qui profite le plus des orientations de ce genre de gouvernement. Mais là, il faudrait que tout le... Non, mais c'est parce que là, on fait trop... Quand on est riche et puissant, on nous donne toujours la chance. Non, mais la réalité, c'est qu'il faudrait que le ministre de la Santé ait la confiance des médecins et des infirmières. Il faudrait que la ministre de l'Aide à l'enfance ait la confiance du milieu communautaire. Il faudrait certainement que la ministre responsable du logement ait la confiance de ces secteurs-là. Il est là-bas le problème. Il n'est pas dans la confiance à l'égard des médecins. Mathieu. Il existe ce souci-là. C'est-à-dire que la ministre des Femmes, par exemple, la condition féminine, ait la confiance des milieux qui s'occupent de ça, de l'environnement, les milieux environnementalistes. Mais vous rêvez ou quoi? Non. Vous rêvez ou quoi? Jean-François Robert, a-t-il la confiance du milieu de l'enseignement? Zéro. Non, c'est un problème d'ailleurs, si je peux me permettre. Je dis que le souci d'avoir la confiance du segment de la population, du segment d'activité dont il s'occupe, c'est un souci légitime. Qu'on ait au gouvernement du Québec une figure qui connaît bien les codes du Québec Inc., dans un moment où il va falloir avoir une stratégie de nationalisme économique et de relance économique, je n'y vois pas scandale. Attendez, oui, un scandale. Je vais vous le dire pourquoi. Le ministre de la Santé
doit être au service de la santé. Il ne doit pas avoir la confiance de, mettons, du corporatisme des médecins. Il doit avoir la confiance du milieu de la santé en général. Le ministre de l'Éducation aussi. Le ministre de l'Économie doit avoir la confiance des citoyens, des contribuables qui payent l'argent avec lequel on... Et non pas nécessairement avec le secteur des affaires. C'est parce que vraiment, notre miroir est déformé. Notre miroir est déformé par 50 ans, 60 ans d'espèce d'a priori qu'on a installé, comme quoi le ministre des Finances doit être dans les bonnes grâces des représentants des corporations, des chambres de commerce. Pas ça. Il doit avoir la confiance du secteur de l'économie. Mais le secteur de l'économie, ce n'est pas juste la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, voyons. Non, mais honnêtement, je n'ai pas de tendresse exagérée pour les chambres de commerce. Hein. Je suis assez critique envers ces milieux-là. Je trouve qu'ils ont une conception limitée de l'économie. Mais là, à un moment donné, à moins de verser, mais je pense que ça t'arrive de temps en temps, dans je ne sais quelle nostalgie socialisante ou socialiste, bah, à chacun ses préférences. Il n'y a pas de nostalgie, j'en ai envie. Non, c'est un socialisme démocratique. C'est pire qu'une nostalgie, c'est un espoir dans ton cas. C'est un espoir, absolument. Mais sachant que pour un certain temps, on va vivre dans un régime qui est celui de l'économie de marché, où on espère que l'État québécois soit capable de s'inspirer des belles années du Québec Inc., du nationalisme économique, de mobiliser les milieux de manière coordonnée pour être capable de sortir le Québec de la situation de pandémie, de faire en sorte qu'on ait un gouvernement qui a une stratégie assez éclairée qui nous permette d'avoir un développement économique réel dans les temps à venir. Tant qu'on va vivre dans ce monde qui n'est pas celui que tu désires, mais qui est celui dans lequel nous vivons pour un certain temps, je ne me désole pas de voir Pierre Fitzgibbon au gouvernement. Mais ensuite, parce qu'on est dans ce régime capitaliste, il faut avoir des règles éthiques. Parce que Jean Charest et ses ministres économiques avaient parfaitement la confiance du milieu des affaires. Donc, on a mis des règles d'éthique, il faut la respecter. Un point, c'est tout. Ça suffit d'essayer de mettre de l'eau dans le vin parce que c'est des riches et des puissants qui brassent des affaires. Écoute, moi, je pense que M. Fitzgibbon a eu un élastique très, très long de la part du premier ministre, mais en bout de ligne, il a été obligé de se ranger. Il a été obligé de céder. Et moi, ça, je trouve ça important et je trouve ça réconfortant. On peut être d'accord ou pas avec le code d'éthique actuel, c'est lui qui l'y a, et le fait qu'il soit le ministre le plus puissant du gouvernement n'a pas suffi à lui permettre de se soustraire à cette obligation. Grâce à Québec solidaire. Non, si le gouvernement aurait pu le faire, il l'aurait fait. Grâce à la pression de Québec solidaire, il a fallu qu'il cède. Gaétan Barrette n'a pas laissé sa place non plus dans les périodes de questions à l'Assemblée nationale. Donc, de facto, Pierre Fitzgibbon redevient ministre de tout en économie. On dit de lui qu'au fond, il est le vrai vice-premier ministre à Québec, tellement il emmène large. Emmanuel, Ami et Mathieu, entre la nostalgie et l'espoir, ça a été une joute hyper intéressante. Merci d'avoir été là. Rendez-vous à 19h.